Vous savez, j'ai tendance à remarquer que certains amateurs de musique sont vachement dans une sorte de quête de la performance ultime. Comme s'ils cherchaient le groupe le plus rapide, le plus brutal, le plus technique, le plus mélodique, le plus innovant, tout ce que vous voulez. Comme si tout ça avait de l'importance en fait. Genre, je veux dire, c'est comme si un groupe ne pouvait pas être bon tout en n'étant pas le meilleur dans une catégorie ou une autre. Ce que je trouve profondément triste du coup. Parce que, à mes yeux, le groupe ou l'album ultime n'existe pas. Donc du coup, pourquoi se priver d'écouter un album qui nous ferait plaisir? L'album ou le groupe en question sera forcément dépassé de toute façon, un jour ou l'autre. Alors pourquoi se priver d'écouter de la bonne musique, mais qui n'est pas forcément la meilleure dans un domaine? Et donc du coup, moi j'ai décidé de vous parler d'un album comme ça. J'ai décidé de vous parler d'un album qui n'est pas le meilleur dans une catégorie quelle qu'elle soit, mais qui moi me procure énormément de plaisir. Donc voilà, c'est parti, on attaque tout de suite. Bon, tu m'excuses, mais j'ai une chronique à faire. Eh oh, le duel est pas fini là? Non, on continuera juste après, c'est tout. Ah, t'abandonnes, c'est ça, hein? T'as peur de mon deck, hein? Quoi? Tu penses que tes lézards préhistoriques peuvent vraiment faire peur à mes monstres de la barrière de glace? Mais n'importe quoi, mon gars! Abandonne et c'est moi qui aurais gagné ce duel. C'est l'heure du duel. Bon, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous faire la partie histoire du groupe le temps que je finisse ce duel, d'accord? Bon, à nous deux. Alors, j'invoque Révélatrice de la barrière de glace. J'invoque ensuite spécialement Wayne, Général de la barrière de glace. J'active son effet. Splattered est un groupe de brutal slam death fondé en 2012 dans la ville de Fremont en Californie. Moins de 6 ans après sa création, le groupe sortit son premier EP, Liquefied Embodied Dissonance. Composé uniquement de 3 titres, cette sortie posait déjà les bases d'une musique brutale, racée et surtout efficace à tout instant. Il faudra cependant attendre 2014 pour voir un nouveau line-up émerger. Entre-temps, le chanteur Chris Peluso et le bassiste Mark Flones quittèrent le groupe avec quelques mois d'écart et furent remplacés respectivement par Andy Smith et Josh Wesson. En 2014 donc, le groupe sort enfin son premier album, Guttural Species, sorti chez Inherited Suffering Records. En 2016, Splatter devint un quintet avec le recrutement de Justin Sakogawa en tant que guitariste soliste. Cependant, il y aura un nouveau changement de line-up un an plus tard, lorsque Andrew Fire décida de quitter son poste, laissant ainsi sa place à Mike Simon. En 2018, sort un split avec Stillbirth, Crepitation et Gore Event, et le groupe signe chez Amputed Vein Records. Et c'est finalement en 2019 que les fans peuvent enfin poser les yeux et les oreilles sur le deuxième album de Splattered, Carnivortex. Voilà, tes points de vie sont à 0. Donc, ma chronique, qu'est-ce que je disais moi déjà? Ah oui, donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des petites ressemblances entre les pochettes. Ah bah non, pardon, excusez-moi, le jingle artwork bien sûr, pardon. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certaines similitudes entre les pochettes de Splatter. Eh bien, sachez que c'est totalement normal, puisqu'elles ont toutes été réalisées par Per Olofsson, qui a collaboré avec de nombreux groupes, et en particulier dans la sphère death metal. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vous propose qu'on en regarde quelques-unes sur fond de moi qui fait quelques pig squeals et quelques growls. Allez, c'est parti! Voilà, et dites-vous bien pourtant que vous n'avez même pas vu le tiers de ce que Per Olofsson a pu produire. Donc, si jamais vous voulez en voir davantage, je ne peux que vous renvoyer vers son site internet ou vers son Instagram. Il y a vraiment des trucs incroyables. Mais bon, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la pochette de Carnivortex. La pochette représente plusieurs créatures monstrueuses semblant émerger d'une sorte de fosse de laquelle émane une lumière. Cette fosse semble se trouver en plein milieu d'une ville engloutie sous les eaux au vu des différentes teintes de bleu qui occupent la majorité de l'image. Et même si un doute pouvait être permis, il suffit de remarquer que les créatures rejettent des bulles par la bouche pour attester que nous sommes sous l'eau. Cette immense ville en ruine
semble être immergé dans un océan relativement peu profond car on peut apercevoir la surface qui laisse passer des raies de lumière en haut à droite. La fosse semble également laisser échapper quelque chose de gigantesque et d'indéfinissable, mais cette forme monte haut et se métamorphose en une sorte d'inquiétant nuage organique. Or, lorsqu'on regarde la pochette de Guttural Species, on remarque bien qu'on l'on est face à une créature titanesque ressemblant à un terrifiant nuage organique mélangé avec les monstres que l'on retrouve sur la pochette du deuxième album. Mais on ne peut en déterminer l'origine de par sa taille incommensurable. Cette origine est maintenant montrée sur la pochette de Carnivortex. Et pour finir, on remarquera que le logo du groupe a changé pour devenir un peu plus effilé que sur la version précédente. En bref, Per Olofsson a encore fait un travail absolument époustouflant et je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que la musique ne devrait pas vraiment dépayser les fans du premier méfait des Américains. Bon, alors la première chose à noter, c'est que pour écouter cet album, il va falloir abandonner tout sens de la finesse. Alors évidemment, le style musical n'est de base pas très propice à la technique musicale ou lyrique, mais disons qu'on est face à un album qu'on pourrait métaphoriser comme une avalanche de parpaings sur la gueule. C'est bien simple, tous les riffs qui composent les quelques 40 minutes de l'album ont spécialement été conçus pour vous briser les cervicales une à une. Que ce soit Follow the Entrails, Evisceration Initiation ou encore Catastrophic Evil for Trauma, Splatter n'a strictement aucune pitié pour ses victimes. Et même pour les habitués du genre, on n'en demandait pas tant. En termes d'évolution musicale, on va pas se mentir, tout vient de lui. Justin Sakogawa. Selon moi, ce mec a apporté au groupe une influence mélodique qui fait vraiment la différence. Parce que le problème avec les styles aussi brutaux que le slam death, c'est que si tout ne se base que sur des riffs lourds, ça devient très vite répétitif. Et c'est justement là que le travail de Justin intervient, puisqu'il a inclus davantage de mélodies dans la musique du groupe pour leur permettre de nuancer leur composition, ce qui rend du coup les choses bien plus faciles à digérer pour l'auditeur. D'ailleurs, je pense que là où son travail a le plus influencé un morceau dans sa globalité, c'est pour le titre Subaquatic Liquefaction qui m'évoque pas mal Aborted et surtout durant l'album Strychnine 213. Bien que Justin soit le dernier arrivé dans le groupe, il en est déjà devenu le principal compositeur, puisqu'il signe déjà 6 morceaux sur 11, soit presque la moitié de l'album. Parce que bon, le mec, il aurait pu arriver, poser ses solos et laisser le reste du groupe se démerder et composer le reste. Bah non, pas lui. Parce que le mec, il arrive, c'est son premier album avec le groupe, et il signe 6 morceaux sur 11, paroles comprises. Et même si on parle uniquement de ses solos, mais le mec déboîte les genoux de pas mal de guitaristes de la scène. Genre, il joue un gros shred de porc, tu vois là. Et puis il y a un mec qui passe, il lui éclate les genoux comme ça là. Et puis le mec il est au sol, et puis il enlève sa gratte, il lui fracasse sur le crâne. Alors le mec il a le visage complètement explosé, tu vois. Alors il laisse échapper un râle de se prendre, genre tu vois. Mais là c'est fini pour lui. C'était le dernier son de son existence. Des fois c'est lent et mélodique comme sur Catastrophic Fury for Trauma, et à d'autres moments c'est du gros shred avec un abus totalement assumé de wah-wah et de whammy. Alors les exemples de solo ne manquent pas sur l'album, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour celui du titre éponyme, donc Carnivortex. Je fais un arrêt rapide sur Chainsaw Tracheotomy parce que ce morceau contient juste les breaks de basse les plus sales que j'ai jamais entendus, et c'est vraiment un compliment pour le coup. Quand tu les entends, t'es vraiment en train de produire cette espèce de râle, de grognement, comme une sorte de mélange entre de la douleur et de la jouissance en même temps, tu vois, tu sais, un truc qui ferait comme... Oh.
Et pour ceux qui en voudraient encore plus, je peux vous dire que vous allez revenir d'un de leurs concerts avec des plâtres. Parce que leur moche part, elle te donne juste envie d'aller fracasser quelqu'un et de l'entraîner dans le pit là. Parce qu'il est beau, le petit Benjamin là, qui te regarde comme ça là, du haut de ses 35 ans avec son bide à bière là. Mais c'est seulement en bougeant son cul qu'il va réussir à perdre ses 3 kilos de fromage et de pinard qu'il a ingurgité durant sa dernière soirée raclette là. Putain, je fais beaucoup trop lourd dans mon truc. Ah merde. Mes condoléances à tous les Benjamins qui regardent cette vidéo et qui vont aller à un concert de Splatterhouse. Merde. Carnivortex est pourtant loin d'être un album indigeste. On est même souvent face à des changements assez drastiques entre les compositions, en particulier en termes de tempo. Ainsi, il y a des morceaux très rapides comme Carnivortex qui se heurtent vraiment à des morceaux comme Sewage Spewage qui comptent vraiment sur les down tempo, le temps de laisser au spectateur l'occasion de faire un petit break. Ouais, c'est ça, marrez-vous. Mais ne vous y trompez pas, c'est pas parce que le groupe ralentit le rythme que ça en devient moins efficace. Au contraire même. Par exemple, si on reprend Sewage Spewage que je viens de citer, eh bien son petit air de famille avec le Scourge of Iron de Cannibal Corpse en fait l'un des morceaux les plus mémorables de l'album. Et tant qu'on parle de Cannibal Corpse, peut-être que certains d'entre vous sont plus fans de la période technique de ce groupe. Eh bien, dans ce cas, Splattered a également de quoi vous faire vibrer avec le titre Diminish the Dead qu'on croirait tout droit sorti de Gore Obsessed. Mais j'y pense. Peut-être que les plus exigeants d'entre vous préfèrent les changements de tempo au sein d'une même composition. Eh bien, sachez que vous avez été entendu, puisque le morceau Autocannibalism en fait tellement que je suis sûr que la Terre ralentit et réaccélère à chaque fois que quelqu'un écoute ce morceau. De toute façon, changement de tempo ou pas, les morceaux de Carnivortex sont de véritables rouleaux compresseurs qui dévastent tout sur leur passage. Follow the Entrails, qui ouvre l'album, en est d'ailleurs le parfait exemple. Niveau chant, Andy Smith s'en sort plutôt bien en proposant des growls bien gutturaux, même si des fois ça a un petit peu tendance à virer à l'absurde. L'exemple le plus frappant étant le dernier break de Autocannibalism qui flirte tellement avec le gore grind que ça en devient juste inexcusable de bêtises. Mais ça reste toujours, bien sûr, pour notre plus grand plaisir. Dommage en revanche qu'Andy ne cherche pas davantage à moduler sa voix. Alors, je sais que c'est pas dans le slam death qu'on va trouver les meilleurs chanteurs de la scène métal, mais quand même, je demande pas au mec de passer d'un growl venu du fin fond de la fosse septique à un aigu façon Danny Fields, mais bon, ce serait quand même bien d'avoir un petit peu de nuance. Bref, pour en revenir à Splattered, il y a bien quelques timides tentatives, comme sur Evisceration Initiation, mais dans l'ensemble, on est plutôt face à une prestation uniforme. Totalement efficace et maîtrisé, c'est vrai, mais uniforme. Un autre truc qui m'a un peu gêné, c'est que j'ai vraiment l'impression que cet album manque de fluidité. Vous savez, c'est un petit peu comme si tous les riffs pouvaient être détachés les uns des autres et même complètement interchangés d'un morceau à un autre. Et ça ne changerait rien. Pour revenir un petit peu sur ce que je disais en début de vidéo, j'ai parlé de parpaing. Un parpaing, puis un autre parpaing, puis un autre parpaing, ça ne rendra pas forcément votre mur très solide. Pour filer la métaphore, il faut du ciment pour lier tous les parpaings. Et j'ai l'impression qu'en fait cet album a ce problème-là. Il manque de ciment. Encore une fois, les riffs sont super cool, mais ils pourraient vraiment être interchangés au sein d'un même morceau ou même d'un morceau à l'autre, que ça changerait pas grand-chose en fait. Le seul moment où j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un morceau qui a été construit d'un seul bloc, c'est pour Scorchburg Police. Et pourtant, ça n'en fait pas mon morceau préféré. Et pour finir sur les trucs que j'ai pas aimés, il y a les paroles. Honnêtement, il n'y a rien de spécial à en dire, à part qu'il y a quelques inspirations de cinéma d'horreur, notamment The Thing ou encore Les Griffes de la Nuit. Mais globalement, parfois on en arrive à des morceaux qui sont
juste bêtes dans le sens où ils ne font que décrire purement et simplement la pochette de l'album. Le seul texte que j'ai trouvé intéressant, c'est celui de Follow the Entrails qui parle de Jack l'Éventreur et qui inclut même la célèbre lettre From Hell. Mais sinon, c'est assez difficile de trouver quelque chose à se mettre sous la dent dans cet album. Bon voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc je vous propose qu'on passe à la partie production. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? L'album a été produit par Christian Donaldson, guitariste au sein de Cryptopsy et producteur émérite et reconnu au sein de la scène death. Parmi ses productions, on retrouve pêle-mêle toute la carrière de Beyond Creation, 2 albums pour Cryptopsy, 2 albums pour Despise Daincon, 4 pour Ingested et même 5 pour The Agonist. Bref, du beau monde. Je pense que ce qu'il y a de plus marquant en termes de production sur cet album, c'est vraiment ce son de guitare qui met vraiment en avant les palm-mute de Travis et de Justin, qui, combiné avec le son très sourd de la basse de Josh, rend vraiment le son du groupe hyper impactant. Je dirais même qu'on ressent le son presque autant qu'on l'entend. Ce genre de sensation est plutôt imputable à la basse, qui, comme je viens de le dire, a un son plutôt sourd. Mais Josh a vraiment apporté une espèce de saturation supplémentaire à son instrument, ce qui lui a donné un regain d'agressivité et lui a même permis de s'extirper un petit peu du mix. Évidemment, lorsque l'instrument est seul, eh bien, il ressort beaucoup plus. Mais si vous voulez vraiment vous rendre compte de l'importance de la basse, prêtez attention sur l'ensemble de l'album et vous vous rendrez vraiment compte que c'est en grande partie cet instrument qui fait tout l'impact sonore de l'album. Au niveau de la batterie, bien qu'elle soit parfaitement audible, j'apprécie le fait qu'elle soit mixée un petit peu en dessous des autres instruments, ce qui est bien plus agréable que l'inverse. Parce que bon, on va pas se mentir, mais les batteurs, ils ont un petit peu tendance à faire chier les autres membres du groupe. Ceux qui ont déjà foutu les pieds dans une salle de répète savent très bien de quoi je parle. Et du coup, quand on se retrouve avec une caisse claire ou une grosse caisse qui tape aussi fort, voire même plus fort que la guitare, ça devient vite assourdissant. Et coucou Evangelion, mes tympans se souviennent encore de toi. Bon voilà, il est temps de conclure, donc passons à la note. Comme je le disais en intro, il n'est pas forcément nécessaire qu'un album atteigne des sommets dans quelque domaine que ce soit pour être parfaitement appréciable. Si Carnivore Vortex est un bon album, il ne provoquera pas en revanche le moindre changement dans la scène slam death. Et pourtant, il n'en reste pas moins extrêmement agréable et appréciable à écouter. Et surtout, il témoigne de l'importance spectaculaire que peut avoir un changement de line-up. Voilà pourquoi je donne à cet album la note de 14 sur 20. Voilà, c'est la fin de cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook de l'émission, je partage chaque mois le résumé de mes 5 écoutes marquantes du mois qui vient de s'écouler. N'oubliez pas également de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo, de partager, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire bien sûr, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec le morceau Subaquatic Liquefaction. A la prochaine, bye!